Bonjour et bienvenue sur Expérientiel, le podcast qui propulse la transition du tourisme vers un avenir plus durable et inspirant. Ici, on parle d'un tourisme qui bouge, qui innove. Vous vous demandez comment transformer le tourisme pour en faire un vrai moteur de changement positif, plein de sens et d'opportunités? Vous êtes au bon endroit. On va à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les lignes. Des pros passionnés, des jeunes qui osent, des experts qui bousculent les idées reçues, tous unis par un même objectif, rendre le tourisme plus responsable, plus inspirant. Ici, on met en lumière des actions concrètes et des initiatives qui changent la donne. Que vous soyez acteur du tourisme, étudiant ou juste curieux, ce podcast est fait pour vous. Alors inspirez-vous, osez agir et embarquez avec nous dans cette aventure. Je suis François Huette, fondateur d'Expérientiel Production. Ma mission, mettre en avant celles et ceux qui réinventent le tourisme et le monde de l'entreprise avec des podcasts écoactifs. Allez, installez-vous bien, prenez une grande inspiration et c'est parti pour l'interview du jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être soutenus par un partenaire qui me tient à cœur particulièrement. L'École du Management du Tourisme IEFT. J'ai le privilège d'y enseigner et d'accompagner ces jeunes talents sur le chemin de leur réussite professionnelle et je vous avoue, y prendre beaucoup de plaisir. Cette école ne se contente pas de former des futurs experts du tourisme, elle façonne des esprits visionnaires et des acteurs du changement. À l'IEFT, l'apprentissage va bien au-delà des compétences. On y cultive des valeurs humaines essentielles, l'éthique, la coopération et l'esprit critique. Les étudiants sont encouragés à ouvrir leur regard sur le monde, à nourrir leur curiosité et à réinventer la manière dont nous voyons le voyage. Plus qu'une simple école, l'IEFT est une véritable communauté, un lieu où les pionniers d'un tourisme plus responsable et engagé prennent vie. C'est ici que se dessine l'avenir du voyage. Je tiens à remercier l'IEFT de nous accompagner dans cette aventure et de nous offrir le soutien nécessaire pour inspirer les générations futures à rêver d'un tourisme plus humain, respectueux et innovant. Bonjour Lorina, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi aujourd'hui de passer le micro à Lorina, qui est étudiante à l'école IEFT de Lyon et qui va interviewer notre ami Jean-Christophe. Merci François. Alors bonjour François, bonjour Jean-Christophe. Bonjour Lorina. Jean-Christophe, pourrais-tu te présenter rapidement, savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Ok, super. Alors Jean-Christophe Guérin, je suis entrepreneur dans le monde du voyage depuis déjà pas mal d'années. Je suis tombé dans cet univers presque un peu par hasard. J'avais d'abord une passion pour la montagne qui m'a amené à découvrir le métier d'un tour opérateur de voyage d'aventure il y a maintenant 27 ans. C'est un petit peu là où j'ai tout appris et où j'ai vécu pas mal de choses qui aujourd'hui me guident encore. Donc j'ai travaillé dans les voyages d'aventure pendant une bonne quinzaine d'années. Ensuite, j'ai travaillé dans l'univers des voyages sur mesure. Puis je suis parti, j'ai volé mes propres ailes. J'ai eu la chance aussi de partir en tour du monde en famille. Et au retour, j'ai créé plusieurs structures et j'ai eu l'opportunité d'en reprendre une en 2013, Vie Sauvage, qui est une maison de voyage qui existe depuis 1987 et qui m'occupe encore beaucoup aujourd'hui, à partir de laquelle on développe plein de nouveaux projets. Donc voilà, je me définis sur LinkedIn comme entrepreneur engagé parce que j'ai pris des engagements assez forts sur mes entreprises. On aura l'occasion d'y revenir. Et j'ai un énorme défaut, c'est que je suis plutôt développeur, plutôt dans la création. Mon défaut serait que j'adore m'éparpiller. Positivement, j'aime bien entreprendre sous différentes facettes. Voilà. Et me faire accompagner et de déléguer avec des équipes en qui j'ai tellement confiance pour qu'elles soient à mes côtés dans ce développement. Voilà, dans cette consolidation de mes développements. Merci pour cette belle présentation. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez toujours travaillé dans le domaine du tourisme durable, vertueux, respectueux dans l'environnement, ou est-ce que vous avez eu un déclic un jour? J'ai presque toujours travaillé dans le tourisme qui aurait pu se définir comme effectivement un tourisme durable. Je sais pas si on fera une grosse digression sur les termes qu'on peut mettre derrière, mais il se trouve que quand je suis rentré dans le premier tour opérateur, quand j'avais 23 ans, j'étais juste en train de terminer mes études. Ce tour opérateur venait de vivre une expérience assez négative avec un de ces groupes de voyageurs en Éthiopie.
C'était en 96 et moi, quand je suis arrivé en 97, je me suis retrouvé complètement néophyte du sujet, mais dans une réunion, on avait décidé de s'arrêter de travailler pendant 24-48 heures, de réunir toutes les équipes et de répondre à la question qu'est-ce qui nous lève le matin pour faire notre métier? En fait, qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui a du sens pour nous? Et cette question se posait au travers d'un voyage en Éthiopie qui s'était très très mal passé. Bref, Atalante, pour ne pas la nommer, est une agence qui a été à l'initiative de la Charte éthique du voyageur. C'est le premier outil qui a résulté de ces journées de travail, de se dire finalement il n'y a pas de mauvais touristes, il y a des voyageurs mal informés, et que si l'expérience a été mauvaise, c'est probablement parce qu'on n'avait pas assez partagé les engagements réciproques, mais aussi les impacts qu'on pouvait avoir à destination. Donc à l'époque, quand je suis rentré là-dedans, moi je savais pas ce qu'était le tourisme durable, le tourisme soutenable, le tourisme responsable, etc. J'ai un peu plus de notions aujourd'hui, mais du coup j'ai baigné dedans, je vais dire très petit, parce qu'en fait j'avais 23 ans et tout de suite je me suis retrouvé presque malgré moi et de manière un peu surpris de me dire finalement le voyage il a des impacts négatifs alors que j'arrivais avec effectivement une vision un peu idyllique. Le voyage forme la jeunesse, le voyage c'est l'exotisme. Moi, le voyage, ma culture du voyage, c'est assis sur une chaise en plastique dans un foyer rural à écouter connaissance du monde et écouter des conférenciers qui voyageaient aux quatre coins du monde. Et pour moi, c'était un truc de absolument incroyable et presque inatteignable enfant. Je suis pas issu d'une famille de voyageurs, j'ai voyagé très tard par moi-même. Donc tout ça était une découverte et rentrer dans ce métier-là, c'était par essence rentrer le Saint Graal. Et en fait, je découvre malgré moi que le voyage a un impact culturel, un impact environnemental, un impact socio-économique. Donc du coup, certainement, ça m'a fait grandir assez rapidement sur ces sujets-là. En fait, ça se passe au sein d'Atalante et avec deux cofondateurs assez engagés dans ces réflexions et qui les stimulé auprès de l'équipe, ça m'a très très vite impliqué sur ces questions-là. D'accord. Donc ce que j'entends, c'est que oui, vous avez pas été, éduqués avec les termes durable, environnement, vertu et cetera, mais vous avez déjà pratiqué, tout naturellement, Mmh. ce type de tourisme et notamment ça se ressent dans le site internet, Fika Voyage. Donc moi, j'ai fait mes recherches sur ce site internet-là et comparé à d'autres sites Mmh. internet d'agences de voyage, vous avez des rubriques qui sortent de l'ordinaire, qui ont attisé ma curiosité. Notamment, vous avez une rubrique qui s'appelle «Au long cours», «Territoire insoupçonné», «Voyage à vélo», «Sans avion». C'est des rubriques que je n'ai jamais vues, sur d'autres sites, internet et donc j'aimerais Ouais. savoir pourquoi enfin, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mettre en avant ces rubriques originaux et Ouais. nouveaux sur le marché? Pour faire le lien avec la première histoire, qui date de 97, à l'époque, je connaissais pas ces termes-là, mais on était plutôt acteurs concrets d'une certaine forme de tourisme durable ou responsable. Puis dans la foulée, derrière, on a eu des d'autres actions que la charte éthique. On a fait votre choix peut faire la différence avec des engagements de revenus minimaux pour les équipes locales, ou d'engagement sur la préservation de l'environnement avec des actions très concrètes. On a été co-créateur de l'association ATR avec d'autres membres fondateurs, premier label de tourisme responsable. Donc voilà, on a cheminé là-dedans. Et puis tout ça a fait que j'ai quelque part renforcé une certaine maturité sur ces sujets-là. Mais je schématiserai en disant qu'il y avait un sujet qu'on a un peu oblitéré, qui était la problématique carbone et réchauffement climatique, parce qu'au début des années 2000, elle était déjà connue, faut être clair. Mais ce qui voulait bien être communiqué, c'était que l'avion était 2% du problème. Alors encore une fois, quand on a plein de sujets à traiter sur la déforestation, sur le problème de formation de nos équipes locales, les systèmes de couverture sociale de nos accompagnateurs, enfin bon, il y avait mille et un sujets qui nous paraissaient peut-être plus concrets et plus importants. Et j'en ai pris conscience beaucoup plus tard. Et Kika est un peu le résultat de ça, c'est-à-dire que moi j'ai eu entre guillemets un électrochoc en 2000 de mémoire en 2012-2014 sur une conférence avec un spécialiste des systèmes complexes qui nous a raconté une brève histoire de l'humanité et qui nous a décrit le changement de paradigme dans lequel on était et dans lequel rentre en compte non seulement le changement climatique mais aussi le digital, le sens que les gens donnent à leur vie. Voilà, il y a plusieurs dimensions, plusieurs facettes. Ça a été vraiment un premier marqueur, un premier électrochoc et j'ai continué de m'intéresser de manière assez intensive sur les problématiques carbone de manière globale et l'impact du voyage dans cette problématique-là. Ce qui fait que quand le Covid est arrivé, bah, ça a été un accélérateur, c'est-à-dire que ça a été l'occasion pour moi de se dire qu'effectivement, alors on avait une activité qui était 100% dépendante de l'avion avant le Covid. Pendant le Covid, on a été complètement à l'arrêt sur ces activités-là, parce que tout le monde s'en rappelle. Et donc, à l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à la place, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour demain, pour
imaginer la suite. Pour moi, ça a été une évidence de dire si on crée des nouveaux produits, si on essaie de trouver une alternative à ce qu'on fait aujourd'hui, eh ben c'est le résultat, c'est efficace. C'est-à-dire, mon idée, c'était de mobiliser les équipes à monter une production qui tienne compte du rapport du G. Donc une offre qui soit pas sans avion, puisque comme tu l'as décrit, il y a des voyages de long courrier mais en longue durée, voyageant moins souvent plus longtemps. Et puis une offre plus de proximité, donc reprendre du territoire local et essayer d'innover sur des territoires insoupçonnés. Reprendre, c'est pas une innovation, mais des tendances fortes autour des voyages en mode doux. Le vélo en fait partie. Les voyages en train, c'est un sujet très compliqué. Tout le monde en parle, mais à mettre en œuvre, c'est encore compliqué. Mais peu importe, en tout cas, on tire des lignes. Et donc, l'idée a été pendant le Covid d'essayer de sortir la tête de l'eau de cette période qui était très aléatoire, en travaillant sur une production plus positive, avec une première intention pour moi qui était de dire on va prouver que voyager demain, c'est pas réducteur. Voyager tel que demain il faudrait le faire, ça inclut de l'avion, tout le monde le dit. Ça n'inclut pas au niveau d'aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais ça laisse en fait énormément de diversité dans les pratiques. Ça laisse beaucoup d'opportunités de découverte de territoire. Et puis ça tendrait même vers l'idée que le voyage va reprendre certainement un côté beaucoup plus précieux, plus exigeant parce que coûteux et donc du coup exigeant dans le temps. Mais quelque part, quel est le plus beau luxe du voyage si ce n'est de prendre le temps de voyager, quoi. Donc avec d'autres problématiques qui vont avec, hein, budget, accessibilité. Mais bon, qui a dit que la facilité c'était ce qui est plus sympa. Autant essayer de travailler là-dessus, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc, on peut pas encore, supprimer, totalement l'avion, mais j'aimerais savoir si, vous avez C'est presque l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que le discours qu'on a là tous les deux est juste contradictoire avec la matérialité de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été à des niveaux aussi hauts de trafic aérien et ne serait-ce qu'en 2025, on annonce encore une croissance phénoménale. Donc tout tend à, dans les chiffres réels, dans la vie réelle, tout tend à être contraire à ce qu'on est en train d'évoquer ensemble, hein. Mais voilà, c'est juste ma petite remarque. Donc, on peut encore prendre l'avion et on peut le prendre, entre guillemets, a priori plus que jamais. Donc après, on peut en débattre. et donc, ma prochaine question, c'est, est-ce que vous avez déjà refusé de vendre un voyage qui est à l'encontre des valeurs que vous portez? Donc, par exemple, un client qui, voyage durable, qui fait appel à vous, mais, qui va absolument faire une activité telle que l'hélicoptère, un tour en hélicoptère. Est-ce que vous refusez? Est-ce que vous Hum. vous adaptez à cette demande? Et dans la même continuité, est-ce que vous refusez de vendre une destination qui est à l'encontre aussi de vos valeurs pour des idées religieuses ou politiques? Deux très très bonnes questions. Alors sur la première, l'hélicoptère dans nos activités, elle est sur vie sauvage et sur Kika, elle est quasiment pas, quoique effectivement des transferts en hélicoptère pour rejoindre des réserves privées, ça existe. On n'a pas une position historiquement sur le haut de gamme où les gens nous le demanderaient naturellement. Mais je vais prendre un autre exemple qui va dans ce sens-là. Par contre, c'est que sur notre première destination, la Tanzanie, pour gagner du temps sur la route, on a la possibilité de faire atterrir et repartir nos voyageurs depuis un petit aérodrome sur le plateau de Serengeti. Donc schématiquement au cœur des parcs, il y a une piste qui a des dessertes très régulières et qui économise aisément entre 5 heures et 7-8 heures de route. Donc, pour les gens qui ont les moyens, en arrivant à l'aéroport international, ça serait dire je dors une nuit à Arusha, je vais sur l'aéroport local, je reprends un vol et puis je fais mon safari là où je repars en avion. Nous, il y a aussi une tendance, c'est que les gens voyagent en voiture, font tout un parcours et puis plutôt que de faire la route retour, se facilitent la tâche et reprennent l'avion. Ça, c'est un grand classique. Dans les engagements qu'on a pris, par exemple, c'est une question qu'on s'est posée parce elle a un effet double. Il y a un effet carbone, sans doute, quoique les petits avions turbopropulseurs, s'ils sont bien remplis, ont une consommation par passager qui est pas plus élevée qu'un 4x4, faut le savoir. Mais c'est plutôt qu'en fait, on a un 4x4 d'un côté qui va repartir à vide, alors qu'on reprend de l'avion de l'autre côté. Donc la consommation carbone avec le véhicule qui a été mobilisé existe déjà. Donc là, il y a une double consommation. Donc là, l'effet carbone, il est de toute façon effectivement évident. Il y a une autre problématique, c'est que l'augmentation des fréquences sur cette ligne-là, notamment pour l'atterrissage et le décollage qui se passe à basse altitude jusqu'au point zéro, perturbe une partie de la faune qui est sur cette réserve, qui est censée être un parc national avec un certain nombre de règles de préservation, etc. Et donc, l'idée, ça a été plutôt de sensibiliser les voyageurs quand ils nous le demandent, de leur faire part des problématiques que ça pose, et de les inviter à travailler avec eux le parcours le plus intéressant, le plus judicieux en boucle plutôt qu'en aller-retour déjà, pour essayer de voir si après l'étape du haut, là où ils devraient rester en avion,
continuer sur un autre parc, plutôt que de formuler un interdit absolu. Quand on explique, la plupart des gens disent: «Ah oui, OK, je comprends. Bon, bah, effectivement, voilà». Parce que souvent la demande, elle vient par méconnaissance. J'ai des amis qui ont fait ce parcours-là, ils sont rentrés par le vol pour aller là, ils ont fait comme ça, sans forcément avoir d'arguments particuliers pour, le faire ou pas le faire. Un client qui veut absolument le faire, aujourd'hui, mon parti pris serait plutôt notre parti pris, c'est plutôt de dire: on préfère qu'il voyage encore avec nous parce qu'on a plein d'autres actions sur le terrain avec nos chauffeurs, avec nos équipes locales, avec la sélection des hébergements, avec des activités spécifiques, plutôt que d'avoir un message de dire: «Nous, on fait pas ça», mais on est plutôt dans cette notion d'apprentissage et de sensibilisation. Le résultat quand même, c'est que quand on l'explique, on a diminué, les demandes et les opérations sur ces vols-là de 90 depuis qu'on l'a mis en place en 2023. Donc typiquement sur cette action-là, encore une fois, quand on la décortique et qu'on voit qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse en face, voilà, c'est quelque part on arrive aussi à ce que les gens le décident par eux-mêmes plutôt que de simplement poser un interdit. Interdire une destination pour des raisons politiques ou religieuses, non. Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion enfin, j'ai jamais tenu ce discours-là parce que je pense que derrière une destination et une posture politique ou religieuse, il y a des populations. Que, il y a rarement 100% d'une population qui est vent debout derrière le discours parfois politique de ses représentants ou religieux, et que toutes les destinations pour moi méritent de se découvrir et d'aller à la rencontre. Alors après, la question un petit peu plus subtile, c'est de se dire est-ce que en emmenant des voyageurs dans telle ou telle destination, on ne soutient pas certains régimes parce qu'on amène des devises, parce qu'on amène de l'argent. Ouais, ça c'est un débat que j'ai découvert aussi il y a plus de 20 ans et qui est toujours le cas aujourd'hui, de dire j'y vais pas, je m'en lave les mains comme ça, enfin comme ça j'ai les mains propres. Finalement, est-ce que ça participe à faire bouger les lignes du gouvernement concerné ou des autorités religieuses? Est-ce qu'on va changer culturellement ou politiquement sur la destination parce que quelques voyageurs, même 100% des voyageurs n'iraient pas? J'en suis pas complètement convaincu. Moi, j'ai plutôt le parti pris de me dire que plus il y a de l'interaction avec des étrangers, plus peut-être effectivement on a l'opportunité de donner une certaine ouverture, même si ça peut être aussi facile, hein, parce que tout dépend ce que vont faire les gens sur place et dans quelle mesure on est manipulé ou pas par rapport à ce qui nous est présenté. Mais moi, j'ai toujours eu la curiosité des destinations comme ça qui ont a priori une image extrêmement négative, de me dire j'ai bien envie d'aller derrière un rideau et voir ce qui s'y passe réellement et qu'est-ce qui se passe dans ce territoire-là, quoi. Parce que j'ai très tôt découvert que les destinations où les gens revenaient les plus bluffés, c'était souvent une destination qui avait la pire des images à des moments, des temporalités différentes. L'Iran est toujours un pays extrêmement décrié politiquement, c'est évident. 100% des gens qui ont eu la chance d'y aller, qui j'ai pu organiser des voyages là-bas, sont revenus en disant que c'était une de leurs plus belles rencontres. Ils ont découvert des populations à la fois très bienveillantes, curieuses, cultivées, passionnées. Voilà. Et c'est vraiment ce terme-là qui ressort en premier, c'est-à-dire les rencontres. Les paysages sont spécifiques, sont très beaux aussi, mais souvent derrière une destination qui peut avoir une image extrêmement négative, ben il y a souvent des belles surprises. Tout à fait. Je vous rejoins là-dessus. Avant de partir en Afrique du Sud, j'avais aussi, une très mauvaise image. On me parlait d'un certain danger de la destination et au final, c'est un coup de cœur, que je n'aurais jamais jamais imaginé. Mmh. Alors après, par contre, tu soumets un point qui, pour le coup, est plus délicat et plus douloureux pour nous, c'est la notion de sécurité. Il y a l'image, la position, on parle d'Afrique du Sud, de l'apartheid, de ce qui se passe dans les banlieues, de l'insécurité à certaines heures. Il y a aussi une réalité, hein, faut pas s'en cacher. Enfin, ceci dit, aujourd'hui, cette réalité, elle nous rattrape sur beaucoup de parties du globe. Mais ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est opérateur, on a des obligations contractuelles de sécurité. Quand un pays passe en liste rouge au Quai d'Orsay, ça nous interdit de faire voyager nos clients. C'est vrai que la position du Quai d'Orsay est légitimement une position diplomatique et politique. Et à ce titre-là, du coup, parfois, on a eu à prendre des décisions de fermer un territoire en termes de visiteurs, avec d'énormes conséquences pour les locaux, pour nos équipes, pour les gens qui accueillent dans les hôtels, etc. D'énormes conséquences économiques, sociales, quand bien même la décision de passer un pays en liste rouge est parfois une décision politique et qui n'a pas forcément une réalité de sécurité pour les voyageurs qui seraient rendus dans telle ou telle région. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été le plus douloureux d'aller appeler mes équipes locales et leur dire, bah, écoute, j'entends bien qu'il se passe rien, je te crois à 100%, mais je suis désolé, je vais tout annuler. Parce que je peux pas faire autrement. Alors que de l'autre côté, je sais les conséquences que ça a, pour tous les gens qui dépendent du tourisme et de leur famille, quoi.
Ah oui, donc vous pouvez, temporairement cesser la vente d'une destination en fonction des prises de décision, du niveau de sécurité, C'est une d'accord. obligation parce qu'il faut savoir qu'en tant que tour opérateur, si j'emmène des voyageurs sur une destination classée rouge au Quai d'Orsay, ma couverture de responsabilité civile ne fonctionnera plus et donc je prends un risque au pénal en tant que dirigeant. Personne n'a envie de mettre une entreprise par terre, d'aller prendre un risque sur un procès au pénal en cas de litige grave avec des voyageurs sur une destination qui a été entre guillemets blacklistée. C'est souvent temporaire. Il y a des pays qui sont rouges depuis très longtemps. La Corée du Nord bouge pas beaucoup de positions si on regarde sur le Conseil aux voyageurs, mais il y a des pays pour lesquels c'est une région, parfois c'est tout le territoire pendant 1 mois ou 2 mois, mais sauf que ça peut avoir de fortes conséquences. D'accord. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une certaine situation et instabilité. Elle a toujours existé. Hein. Je suis pas expert de la géopolitique pour dire est-ce que le monde est moins sûr ou plus sûr qu'avant. Ça, c'est un vrai sujet. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, des portes s'ouvrent et se ferment régulièrement sur l'ensemble des territoires du monde. Et quand elles se ferment sur ce critère-là, on n'est plus du tout habilité à le faire. Ça me rappelle mon expérience lors du tsunami aux Maldives. Mhm. Donc on a eu le tsunami, et puis, pendant plus d'1 mois, 1 mois et demi, il était impossible d'accueillir, des voyageurs français parce que Mhm. le Quai d'Orsay avait donné cette information, alors que les choses étaient rentrées dans une certaine normalité. Mhm. Et moi qui étais sur le terrain avec les Maldiviens, on se sentait, un peu délaissé, un peu impuissant, et il a fallu justement expliquer, aux salariés, ce qui se passait au niveau international, selon les pays, ceux qui remettaient la destination, comment dire? Accessible ou pas, Mhm. selon les événements. Et là, on parle d'événements politiques, mais là, c'était des événements naturels, hein, je veux Ouais, dire bien le sûr, bien tsunami. sûr. Ouais. Et donc selon les conditions, et je pense que ça doit se passer, quand il y a, par exemple, est-ce que Mayotte aujourd'hui est une destination accessible par rapport à des voyageurs suite aux événements, les tempêtes les derniers temps? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que on a eu jusqu'à présent souvent cette position par rapport à des tensions géopolitiques. Le grand changement, ça va être la dimension effectivement climatique. Trop de sécheresse, manque d'eau, tu as évoqué tsunami, ça peut être effectivement des ouragans, etc. Les territoires sont de plus en plus exposés et c'est vrai que c'est une dimension qui va devenir compliquée parce qu'il va y avoir un double effet qui se coule pour ces territoires-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la perte réelle face à un événement climatique et puis la perte économique parce qu'elles n'en viennent plus compte tenu de la situation et parfois juste parce que par bienveillance il dit je voyage pas dans un pays qui est en crise, je voyage pas dans un pays où les immeubles sont détruits, etc. Ça serait mal approprié alors qu'en fait finalement ça serait presque la meilleure des réponses de confiance à avoir en tant que voyageur de dire je vais venir quand même et je dépenserai l'argent que j'ai prévu de voyager. Bon, c'est sûr que ça devient dans cette notion de fluctuation et d'instabilité un petit peu plus complexe. Ça demande une autre réflexion autour des motivations du tourisme. C'est intéressant ce que tu dis parce que en effet, nous, après le tsunami, l'Angleterre avait mis le feu vert Mhm. et nous avions des voyageurs, qui venaient rester chez nous anglais et qui, eux, venaient justement pour aider cette destination à se remettre de l'événement qu'ils venaient vivre. Donc ça dépend aussi des cultures de chaque des gouvernements et l'approche. Tout à fait. Jean-Christophe, je ne sais pas si vous l'avez déjà mentionné, durant la discussion, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les destinations que vous vendez chez, Vie Sauvage, Futur Alors, Voyage? chez Vie Sauvage, ouais, chez Vie Sauvage, on propose historiquement Vie Sauvage proposait le monde entier, mais assez naturellement et assez rapidement, au bout de quelques années, est devenue une experte des safaris en Afrique. Plutôt parce qu'en fait, quand on s'intéresse à l'observation de la faune et quand on s'intéresse à une faune emblématique comme le Big Five, donc j'allais dire les plus gros animaux sauvages de la planète, mais qui sont en tout cas endémiques et emblématiques de l'Afrique, forcément l'Afrique n'a pas de comparaison, d'autant qu'elle a développé des territoires gigantesques de parcs nationaux avec à la fois des paysages exceptionnels et une forte densité de faune. Donc il y a une espèce de recette, si je peux l'appeler comme ça, spécifique aux parcs nationaux d'Afrique qui font que quand on part faire un safari en Afrique, la probabilité qu'on ne voit rien, elle est quasiment nulle. Et la probabilité qu'on ait des expériences fortes de proximité avec des lions, des éléphants, des girafes, etc. Enfin, toute l'arche de Noé est une expérience assez magique, assez forte. Ce qui fait que l'Afrique du coup prédomine. Quand moi j'ai repris l'agence, c'était 98% de nos voyageurs et de nos départs.
sur tout le continent africain, hein, donc Afrique de l'Est, Afrique australe, Afrique du Sud, un petit peu d'Afrique de l'Ouest pour une partie. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus diversifié puisqu'on a ouvert l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. On a des voyages en Europe, on a aussi des voyages en France. Et on a également ouvert des voyages en Asie, en Asie du Sud, jusqu'au léopard des neiges qu'on observe de plus en plus facilement, entre guillemets, sur la partie himalayenne de l'Inde ou du côté chinois. Voilà, donc j'ai une palette assez large. Je dirais qu'on doit avoir à peu près 80 destinations sur Vie Sauvage. Et sur Pika, peut-être un petit peu moins, mais avec, comment dire, avec une prédominance évidemment de la France et de l'Europe dans l'offre, puisque l'idée, encore une fois, était d'amener les gens à redécouvrir leur territoire de proximité. On essaye d'avoir cette notion spatio-temporelle et en fonction du temps que les gens ont, les inviter à découvrir plutôt de proximité et quand ils ont beaucoup plus de temps de partir plus loin. Et après, en plus loin, on a quelques voyages, mais dans l'absolu, on a une équipe qui a suffisamment d'expérience pour proposer les 5 continents. Donc, sur Fika, on sera plutôt en fonction du temps. C'est là où, par contre, on se donne un interdit. Pour revenir aux interdits tout à l'heure, c'est si un client nous demande une semaine pour partir randonner en Nouvelle-Zélande, on ne le fait pas chez Fika. C'est 4 semaines de voyage minimum. Et à partir de là, du moment que les gens consacrent le temps que nous, on oblige dans notre charte, entre guillemets, on est capable d'opérer à peu près partout. Que de belles destinations, ça donne envie de voyager, avec vous. Pour ma dernière question, là, je me positionne en tant qu'étudiante, future professionnelle. On est beaucoup de Ouais. jeunes engagés et motivés pour participer à la transition du secteur du tourisme et pour aider les professionnels. Sauf que parfois, on se heurte à un management d'entreprise arriéré et une hiérarchie parfois surdéveloppée qui empêche les idées nouvelles. Donc je sais, au sein de Terra Gaia, j'ai déjà été invitée à des séminaires d'entreprise où là, je pouvais Mmh. justement partager mes idées, me sentir inclus au groupe et participer à des projets de tourisme, durable. Je voulais savoir, vous, comment vous donnez envie de travailler aux jeunes sur des projets de durabilité, des projets de voyage durable? Ouais, bah, c'est à vous de faire bouger les lignes. Alors évidemment, si on vous donne pas la parole, c'est compliqué de les faire bouger, mais moi alors pour le coup, mes structures sont assez petites, mais le fait d'avoir différents projets, ça ouvre différentes opportunités, ça ouvre des cercles de discussion par type de projet. Donc, il y a même de la transversalité, mais le fait que je me focalise pas à avoir une entreprise de plus en plus grande avec une seule équipe, mais plutôt à chaque fois qu'on a l'opportunité de créer un projet, une marque avec une équipe dédiée, on le lance. Ça crée des dimensions extrêmement, enfin à petite échelle, et du coup, ça crée plus d'interaction. Comment je place ces jeunes là-dedans? Alors, certainement pas dans nos offres, ça c'est clair, pas aujourd'hui. Je sais pas faire des voyages pour les étudiants. Par contre, moi, mon implication, elle est à différents niveaux. D'abord, on intègre toujours effectivement les étudiants, soit en apprentissage, soit en stage. J'ai plutôt eu une éducation dans le travel autour de la place d'étudiants en stage longue durée qui avait autant d'importance que moi. Preuve en est, c'est que quand j'ai commencé à travailler, je partageais mon bureau avec un étudiant et on avait un ordinateur pour deux. Et donc, physiquement et matériellement, l'étudiant qui était en fin d'études et qui était là pour 6 mois avait le même rôle que moi quelque part. Et sa parole avait autant de valeur que la mienne. Donc, dans cette hiérarchie-là, moi, j'ai très rapidement été éduqué au fait que ceux qui viennent de l'extérieur, non seulement parce qu'ils sont étudiants, mais souvent parce qu'en venant de l'extérieur, on a un regard neuf. Et un regard neuf, il peut sortir parfois des choses peut-être un peu naïves, mais il peut nous questionner parce qu'on est tout le temps dans notre mécanique et que quelqu'un qui arrive et qui dit, je suis désolé, je comprends pas ce que vous dites, ça n'a pas de sens. Le fait de dire ça, alors faut l'argumenter quand même, hein. Il ne s'agit pas de dire ça, ce que vous faites n'a pas de sens. Mais quelque part, ça sollicite et ça vient aiguillonner là où on pourrait être dans un entre-soi de réflexion, de construction, de production, etc. Et parfois, on s'enferme un peu là-dedans. Donc, pour moi, les étudiants, leur première valeur, c'est qu'ils sont à l'interface entre une formation initiale, beaucoup d'envie, ils sont dans l'apprentissage accéléré, une hypermotivation. Donc, il y a un petit côté débridé. C'est-à-dire qu'il y a rien qui va les gêner pour se dire, ah oui, mais on peut pas faire ci parce que ça. Donc, ils peuvent nous apporter un questionnement beaucoup plus frais. Il faut qu'on l'accueille, ça c'est certain. Après, moi, j'ai une autre petite méthode complémentaire. D'abord, j'essaie d'intervenir souvent avec les étudiants et ça m'apporte à deux niveaux. D'abord parce que le fait d'être questionné et d'avoir à formuler ce que je fais, ça m'aide aussi à prendre du recul et à essayer de voir si mon argumentation tient la route. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui donne du sens? Comment on l'a construit? Etc. C'est un regard qu'on fait pas toujours si on est simplement dans son entreprise au quotidien et qu'on a que soi à s'auto-convaincre, ses équipes. Le fait d'aller le faire sur un public extérieur, ça permet de le valider entre guillemets.
Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que typiquement, quand moi je présente aujourd'hui ma stratégie de décarbonation, j'aime bien la présenter comme si la classe, les étudiants, étaient mon conseil d'administration. Je suis dirigeant d'une marque, d'une entreprise, et j'ai décidé d'un plan d'engagement fort sur la décarbonation. Et je leur demande quelque part, de le valider, donc ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent, de me dire s'ils acceptent, et puis deux, comme tout conseil d'administration, je veux qu'ils soient apporteurs de nouvelles idées, c'est-à-dire que si on décide à un moment donné de limiter ou de réduire notre impact avec une activité conventionnelle historique qu'on connaît bien, il faut qu'on aille chercher des leviers ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et le fait de le faire avec des étudiants qui, justement, sans vouloir répéter, mais arrivent avec ce regard neuf, ça m'est arrivé d'avoir évidemment plein de réponses, je vais dire entre guillemets naïves, mais j'ai aussi entendu des petites pépites ou des choses finalement que nous, on a abouti alors qu'on est a priori des experts confirmés et qu'un étudiant en première lecture avait le même réflexe. Donc c'est quand même intéressant de se dire que tiens, la réflexion très longue qu'on a pu avoir ou assise sur notre expertise, quand on présente bien les choses à quelqu'un qui est en train de débuter dans le métier, qui lui s'est formé, il peut rapidement arriver aux mêmes conclusions ou nous faire un pas de côté et quand même c'est un peu naïf de dire bah tiens mais lui il a pensé à ça, est-ce qu'on pourrait pas finalement aller creuser un peu plus loin et de lever la barrière en disant c'est peut-être pas rentable, c'est peut-être pas ci, c'est peut-être pas ça. Mais s'il le dit, c'est peut-être quelque chose à creuser parce que sa réflexion l'a amené à ça. Donc voilà, moi c'est les deux aspects, même si évidemment à la taille de mes structures, qui restent des petites entreprises, voilà, on reste un tout petit réceptacle évidemment pour les étudiants. Mais je suis ravi de t'entendre dire qu'il y a plein d'étudiants motivés. Moi, je suis parfois un peu plus pessimiste là-dessus parce que je trouve que c'est peut-être pas propre au travel, mais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont un peu dans le côté je subis, ils reçoivent un cours, il n'y a pas de réaction. Il y a systématiquement des jeunes qui percutent, qui sont curieux, qui sont motivés, mais on n'a pas la majorité quoi. Moi, c'est mon sentiment. Mais si c'est le cas et si de toute façon la minorité grandit, c'est déjà très bien. Bien, merci beaucoup. Étant curieuse, j'ai encore beaucoup de questions, mais on va s'arrêter là pour le moment. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci François de m'avoir invitée et puis à bientôt. À bientôt. Ah, merci à toi. À très bientôt, Lorena. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode expérientiel. On espère qu'il vous a donné envie d'agir, de réfléchir ou simplement de voir le tourisme autrement. Si ça vous a plu, partagez-le autour de vous, parlez-en ou laissez-nous un petit commentaire ou des étoiles. Ça compte beaucoup pour nous. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui bougent les lignes et font du tourisme une vraie force positive. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et surtout, restez inspirés.